Donc je vais un petit peu un défi, enfin la pandémie a servi de révélateur, je pense, c'est-à-dire qu'elle a révélé des défaillances du capitalisme qui ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Je crois que ça a montré à quel point le modèle social américain est défaillant, et ça a montré que l'écosystème européen d'innovation est loin d'être ce qu'il pourrait être. Voilà. Par exemple, ici, je représente les courbes en gris, c'est les États-Unis, les courbes en noir, c'est l'Allemagne, et le taux de chômage, enfin c'est les triangles, et on voit qu'avec la pandémie, évidemment, beaucoup d'Américains ont perdu leur emploi. Donc mais aux États-Unis, quand tu perds ton emploi, tu as une probabilité de perdre ton assurance santé. Et donc les ronds, c'est la proportion de la population sans assurance santé. On a vu qu'au moment de la pandémie, ça augmente aux États-Unis, alors qu'en Allemagne, mais nous, ça serait pareil, tout le monde garde l'assurance santé. Donc ça montre que, par exemple, face à une crise comme la Covid, au moment où les gens ont besoin d'assurance santé, les États-Unis ne sont pas capables. Au contraire, les choses se détériorent, l'accès à la santé se détériore au moment où les gens en ont besoin. Voilà. On regarde d'autres indicateurs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, il y a des mesures globales d'inégalité. Le Gini, c'est, disons, un écart global à l'égalité. Si le Gini est 0, tout le monde gagne la même chose. Si le Gini est 1, essentiellement très peu de gens gagnent tout, et la plupart des gens ne gagnent rien. On voit qu'aux États-Unis, l'indice Gini est très supérieur à ce qu'il est en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves et en Europe continentale en général. L'indice de pauvreté est très supérieur aux États-Unis de ce qu'il est dans nos pays à nous, France, Allemagne, pays scandinaves. D'accord ? Donc tout ce qui est social, il y a aussi un autre phénomène qui a été mis en évidence par Angus Deaton, Anne Case et Angus Deaton, qui est la death of despair, les morts de désespoir. En fait, la proportion des adultes entre 50 et 54 ans moins éduqués, qui n'ont pas été au-delà du baccalauréat aux États-Unis, la mortalité dans cette classe a augmenté fortement aux États-Unis depuis les années 2000, alors qu'elle est occupée à baisser dans nos pays à nous. Et c'est très lié au stress, à toutes les conséquences négatives, la peur de perdre l'emploi et les conséquences négatives qui sont associées. Donc, disons, sur le plan social, on ne veut pas devenir les États-Unis, quoi. Mais en termes d'innovation, ils sont bien meilleurs que nous. Par exemple, on peut regarder ce qu'on appelle les brevets triadiques. C'est des brevets qui sont enregistrés à la fois à l'Office américain des brevets, l'Office européen et l'Office japonais. C'est une des mesures de bons brevets, quoi. Voilà. Il y a d'autres métriques de brevets. Et vous voyez qu'on regarde le flux de brevets triadiques par million d'habitants. On voit que les États-Unis sont au-dessus de tout le monde encore. Ils dominent largement. On peut regarder d'autres indicateurs, le nombre de demandes de brevets ou les brevets qui sont parmi les plus cités ou le pourcentage des brevets les plus cités. Et sur toutes ces métriques-là, les États-Unis dominent largement l'Europe. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on voudrait idéalement, c'est avoir un capitalisme qui concilie le bon côté du modèle américain, c'est-à-dire d'être plus innovant, et le bon côté du modèle européen, c'est d'être un peu plus inclusif et plus protecteur. Et il y en a qui pensent que ce n'est pas possible, que si on décide d'être plus innovant, il faut renoncer au modèle à être social et inclusif. Et si on décide d'être inclusif, c'est qu'on a renoncé à être plus innovant. Je pense que ce n'est pas vrai. Et un exemple, c'est l'éducation. Plus c'est mieux investir dans l'éducation, c'est nous rendre à la fois plus innovants et plus inclusifs. Et je veux parler un peu des Einstein perdus. Vous allez me voir un petit peu là. Toujours, je me déshydrate et... Ah, c'est merveilleux, l'eau fraîche, c'est bien. Bon. Alors, il y a le phénomène de ce qu'on appelle les Einstein perdus. Alors, je veux regarder cette courbe. Regardez la courbe de gauche. Ça représente la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Et vous voyez que, alors, les parents, je regarde en termes de centiles dans l'échelle des revenus. Donc, on est à 100, c'est les parents, c'est le centile qui gagne le plus. Et puis en bas, à gauche, c'est les centiles qui gagnent le moins. Et vous voyez que vous avez une espèce de courbe en J, c'est-à-dire que la courbe de gauche, c'est États-Unis, données récentes. C'est les travaux de Chetty, Bell, Jaravel, Petkova, Van Drienen. Et ils montrent qu'en fait, évidemment, quand on a les parents qui sont parmi ceux qui gagnent le mieux, on a beaucoup plus de chances d'innover aux États-Unis. Ça, la courbe de gauche, c'est des données américaines récentes. La courbe du milieu, c'est des données américaines
historique. Et ça, c'est les travaux d'Axigit, Grigsby, Nicolas, qui montrent la même chose. Alors, ce qui est très curieux, c'est que la courbe de droite, c'est des travaux auxquels j'ai eu la chance de participer avec des collègues finlandais, et ça montre qu'en Finlande, c'est quand même encore le cas. J'étais très surpris parce que la Finlande est un pays où l'éducation est gratuite et de très bonne qualité. Et je me suis demandé pourquoi c'est vrai en Finlande. Et c'est ce que j'appelle l'énigme finlandaise. Mais c'est intéressant de comprendre. Et en fait, alors, pourquoi c'est très curieux? Parce que, regardez, je regarde ici, en termes de plus je vais à droite, plus il y a de l'inégalité, et plus je vais en haut, moins il y a de mobilité. D'accord? Et vous voyez que les États-Unis, c'est parmi les pays capitalistes, un des pays les plus inégaux où il y a le moins de mobilité sociale. Par contre, la Finlande, vous voyez, est de l'autre côté. C'est un des pays les moins inégalitaires où il y a le plus de mobilité sociale. Donc c'est très curieux que j'ai quand même cette courbe en J également en Finlande. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Finlande, c'est vrai que l'éducation est gratuite, mais ce qui se passe, c'est que les parents qui gagnent le plus, ils sont mieux éduqués. Et donc, ils transmettent à leurs enfants à la fois du savoir, mais des aspirations. Ils leur disent, on peut innover. Et donc, si je contrôle pour le niveau d'éducation des parents, vous voyez que la courbe passe du bleu au rouge, elle s'aplatit considérablement. Et donc, ça veut dire qu'en fait, même en Finlande, où l'éducation est gratuite, le fait qu'avoir des parents plus éduqués, ça joue un certain rôle. Mais je m'étais dit quand même, ça ne résout pas mon énigme, parce que si l'école était si bien que ça en Finlande, même l'éducation des parents ne devrait pas jouer un rôle très important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réforme éducative en Finlande, elle n'a eu lieu que récemment, en 1970. C'est en 1970 qu'ils ont mis en place un système qui répond beaucoup à ce que le ministre nous a décrit, c'est-à-dire accessible à tous, mais avec des programmes nationaux très bien définis, des profs très bien payés, et en même temps un suivi des élèves. Et donc, en fait, si je compare maintenant eh bien, la probabilité d'innover pour des gens qui ont été à l'école en Finlande après la réforme par rapport à des gens qui ont été à l'école avant la réforme, vous voyez que tous ceux qui sont en bas, vous voyez que la probabilité augmente énormément avec la réforme. Vous voyez, c'est le ratio, ce que je représente, c'est le ratio des probabilités de devenir innovateur pour quelqu'un, étant donné le même revenu des parents, pour quelqu'un qui a été à l'école avant versus après la réforme. Et vous voyez que d'avoir été à l'école après la réforme fait que les enfants de familles modestes, ça leur donne un boost énorme dans la probabilité, ça augmente énormément la probabilité qu'ils ont d'innover. Donc la réforme finlandaise, elle a eu cet effet de rendre l'économie finlandaise plus innovante. Vous avez plus de gens qui peuvent innover, mais également plus inclusive, puisque davantage de personnes en Finlande participent au processus de croissance. Voyez. Alors, donc moi je me dis maintenant, alors comme je disais, le système finlandais, il obéit beaucoup à ce que le ministre nous a raconté, c'est-à-dire d'abord d'un côté un curriculum et des normes de formation des maîtres qui sont définies au niveau national. Il faut 5 ans après le bac pour devenir professeur, les profs sont bien payés et ils se recyclent régulièrement. Et les programmes sont c'est des programmes très rigoureux. Et d'un autre côté, il y a autonomie des établissements en matière de gestion des ressources humaines et d'organisation du suivi individuel des élèves. Et c'est cette dichotomie, il y a ce qui est en haut et ce qui est local. Et je me dis, pourquoi pas nous? Et je termine bientôt. Pourquoi en France, on ne fait pas une réforme où on donne de l'autonomie aux établissements pour gérer les ressources humaines et organiser le suivi des élèves? Parce qu'en France, nous avons un système qui est trop centralisé. En fait, il faut savoir quand même que l'école, alors le bon côté de l'école, mais Jules Ferry, c'est la conséquence de Sedan. Il y a eu Sedan, et après Sedan, on a réalisé que les gens ne parlaient pas la même langue. Si les gens parlaient des patons, on n'avait pas une armée qui fonctionnait bien. On a fait une école où tout le monde apprend la même chose. Ça a eu un effet d'ascenseur social, mais c'est une école très uniforme et très centralisée. Or, les besoins ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, d'où l'importance. L'égalité devient inégalité. Il y a des endroits où on a besoin de donner davantage de suivi des élèves, de s'occuper davantage des parents aussi également pour qu'ils aident leurs enfants que d'autres endroits. Et d'avoir un système uniforme, ça devient inégalitaire. Et donc là, maintenant, il faut aller vers davantage d'autonomie. Je ne sais pas si Monique Cantos-Perber est dans la salle. Elle a écrit un livre tout à fait passionnant, défendant l'idée qu'il faut donner davantage d'autonomie. Et donc, il faut réconcilier des programmes et des curriculums nationaux et des standards nationaux avec vraiment l'autonomie des établissements et mettre
mettre en œuvre cette autonomie. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe Aghion.